contre le darwinisme, la complexité irréductible. L'archéologie est la branche de la science qui éclaire l'histoire de la vie et de l'humanité. En faisant des fouilles longues et difficiles, les archéologues cherchent des indices tels que les outils, les équipements, les œuvres d'art, les objets d'ameublement, lesquels peuvent nous donner des informations sur la vie et l'histoire de la vie. Quant à chaque vestige qu'ils trouvent, c'est une découverte au nom de l'histoire. C'est un trésor précieux qui peut éclairer sur la vie et le passé de l'être humain. L'argent, les outils, les équipements de cuisine, les objets décoratifs nous donnent des indices très importants sur la vie des gens qui ont vécu dans le passé. Les archéologues savent que les objets qu'ils trouvent ne se sont pas formés par hasard sous terre. Et personne ne peut prétendre le contraire. Nous, même si nous ne voyons pas le moment où ces objets sont façonnés, nous sommes absolument sûrs de l'existence de personnes conscientes qui les ont conçus et produits. Avec les informations qu'ils contiennent, toutes ces œuvres et objets sont des conceptions. Ils ont été conçus et produits dans un but précis. Ils reflètent le travail manuel, la compétence, le goût et l'intelligence de l'artiste qui les a produits. Quant à prétendre qu'une conception quelconque est apparue fortuitement sous l'effet des conditions naturelles, c'est une suggestion irrationnelle. Très bien, et la vie? L'être humain qui comprend que même un simple outil qui sort de la terre est l'œuvre d'une conception, comment doit-il expliquer l'origine des êtres vivants dont chacun possède des particularités extrêmement complexes? À partir de la deuxième moitié du XXe siècle, l'être humain a marqué de grands développements dans la science et la technologie. Avec les découvertes qu'ils ont faites, les scientifiques ont compris, en particulier dans les domaines de la biophysique, la biochimie et la génétique, que les détails formant la vie possèdent une complexité bien au-delà de ce que l'on pense. Seulement, les scientifiques qui s'enthousiasment, même quand ils trouvent un simple vestige, lorsqu'ils ont découvert la structure complexe de la vie, ils ne se sont aucunement montrés enthousiastes. Ce dilemme fut exprimé ainsi par l'un des scientifiques célèbres d'aujourd'hui, le biochimiste américain Michael Behe. Dans les 40 dernières années, la biochimie moderne a mis au grand jour une partie importante des secrets de la cellule. Pour découvrir ces secrets, des dizaines de milliers de gens ont consacré leur vie à de longues recherches dans les laboratoires. Tous ces efforts réalisés pour étudier la cellule donnaient un seul résultat d'une manière très claire et en le clamant fort: la conception. Ce résultat était si manifeste qu'il aurait dû être considéré comme l'une des découvertes les plus importantes dans l'histoire de la science et donner lieu à des cris de joie et de grandes célébrations. Mais aucune célébration n'a été faite, aucune joie n'a été exprimée. Très bien, pourquoi? Pourquoi le monde scientifique ne s'approprie pas la grande vérité qu'elle a découverte? Car pour eux, qu'on le veuille ou non, accepter une conception consciencieuse s'associe au fait d'accepter l'existence d'Allah. Les caractéristiques supérieures se trouvant dans la cellule et chez de très nombreux êtres vivants dans la nature nous montrent l'intellect supérieur du Créateur qui les a créés, son intelligence et son art. Quant à ce Créateur supérieur, c'est Allah, le Très-Haut, le Seigneur des univers. Je demande la protection d'Allah
contre le diable. C'est lui, Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui, le puissant, le sage. Quant à la prétendue théorie scientifique qui rejette la création manifeste chez les êtres vivants et qui essaie d'expliquer l'origine de la vie avec des hasards aveugles, c'est la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Darwin avait expliqué sa théorie dans son livre intitulé « L'origine des espèces », lequel fut diffusé en 1859. Selon Darwin, tous les êtres vivants venaient d'un ancêtre commun et les espèces avaient évolué les unes des autres avec de petits changements. Par exemple, les dinosaures qui utilisaient leurs pattes avant pour pouvoir se nourrir ont développé des ailes avec le temps et ont volé, ou bien les ours qui chassaient des poissons dans l'eau sont devenus des baleines avec le temps. Or, ceci était une assertion à la fois contraire à la raison, la logique et à la science, et cette théorie présentait l'aberration de rejeter ouvertement l'existence d'un créateur, et ce, sans se baser sur aucune preuve. Darwin prétendait que dans la nature, il y avait une lutte impitoyable. Selon les assertions non scientifiques de Darwin, les sources de nourriture étaient insuffisantes et dans l'arène, qu'on appelle le monde, se poursuivait une lutte de manière cruelle. Les forts et ceux qui peuvent s'adapter aux conditions de la nature restent en vie. Quant aux espèces faibles et malades, elles disparaissaient. Cette notion de lutte, qu'on peut même voir dans le titre de son livre intitulé « L'origine des espèces », était l'une des pierres angulaires de la théorie de l'évolution. La préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Selon Darwin, les individus présentant des différences avantageuses dans cette lutte pour la vie allaient rester en vie et se multiplier. Ainsi, en s'accumulant, leurs différences avantageuses allaient former de nouvelles particularités, de nouveaux organes et de nouveaux groupes d'êtres vivants. Quant au fait que cette assertion de Darwin est totalement un produit de l'imagination, cela allait être exposé au grand jour avec les développements scientifiques qui allaient être vécus un certain temps après. Si on fait attention, cette assertion de Darwin, par exemple dans un processus évolutionnaire qui progresse avec des paliers de 1 à 5, pour qu'une espèce vivante puisse rester en vie, il fallait qu'à chaque stade, elle forme dans son corps une utilité physiologique encore plus avantageuse qu'au stade précédent. Par conséquent, la théorie de l'évolution reposait sur l'hypothèse que tous les systèmes vivants pouvaient être réduits à de petites phases avantageuses. Les caractéristiques utiles allaient être choisies par le mécanisme que Darwin dénomme sélection naturelle. Quant à celles qui sont inutiles, elles allaient disparaître en étant sélectionnées. De cette manière, les petits changements utiles qui s'accumulent avec le temps allaient provoquer la transformation d'une espèce en une autre dans une longue période de temps. For Charles Darwin, natural selection explained the appearance of design without a designer. There was no longer any need to invoke an intelligent cause for the complexity of life. In effect, natural selection became a kind of designer substitute. Seulement, cette assertion ne pouvait absolument pas expliquer les systèmes et les organes qui sont si complexes au point de ne pouvoir être réduits à la simplicité et qui ne sont pas disposés à se développer phase par phase. Les systèmes et les organes de complexité irréductible qui perdent leur fonction dans la mesure où ne serait-ce qu'une seule pièce manque sont un grand coup porté à la théorie de l'évolution. Car pour un organe qui ne va pas fonctionner quand même une pièce manque, on ne peut pas avancer qu'il évolue phase par phase avec des transformations utiles. Charles Darwin, qui est conscient de cette vérité, écrivait ces lignes dans son livre intitulé « L'origine des espèces ». Si on montre qu'avec de très nombreux petits changements qui se suivent, la formation d'un organe complexe est impossible, ma théorie va certainement être détruite. Seulement, moi, je n'arrive pas à voir de tels organes. Le fait que Darwin dise « je n'arrive pas à voir des organes complexes » pouvait peut-être être perçu de manière normale à son époque. Car,
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, d'un point de vue technologique, comparé à aujourd'hui, le monde scientifique était à un niveau très primitif. Sous des microscopes primitifs, les êtres vivants paraissaient posséder une constitution simple. À cette période où la cellule était définie comme un petit ballon rempli de gelée, Darwin ne connaissait même pas encore la signification des mots génétique, microscope électronique et biochimie. Quant aux découvertes réalisées tout au long du XXe siècle, elles allaient enterrer dans l'histoire la pensée que la vie est simple. En 1931, le scientifique allemand Ernst Rucka a inventé le microscope électronique. Contrairement à ce qui a été pensé, on a vu que les cellules vivantes, comparées à des petits ballons remplis de gelée, étaient des êtres vivants extrêmement complexes, pouvant se reproduire, produire de l'énergie et qui ont des systèmes de défense spéciales face à leurs ennemis. Ces découvertes réfutaient totalement l'idée irréaliste de Darwin, allant dans le sens que la première cellule vivante s'était formée par hasard. En 1955, avec la découverte de l'ADN par James Watson et Francis Crick, fut exposé le fait que les êtres vivants possèdent une information génétique très spéciale encodée dans le noyau de la cellule et que cette information génétique ne peut pas être changée par des particularités acquises. Quant au développement vécu dans la science des fossiles, avec chaque jour qui passe, elles ont mis encore un peu plus la théorie de l'évolution dans l'impasse. Il n'y avait pas de traces de prétendues formes intermédiaires qui reliaient les espèces entre elles. Selon l'assertion de la théorie, l'évolution d'une espèce quelconque en une autre devait durer des millions d'années. Dans ce cas, d'un point de vue physiologique, il devait y avoir des milliers et même des millions de formes intermédiaires différentes les unes des autres. Quant aux fossiles propres à ces dernières, ils auraient dû être recensés par trillions. Les strates dans la Terre auraient dû regorger et être remplies de formes intermédiaires. Seulement, malgré les fouilles qui ont duré des dizaines d'années, on n'est même pas tombé sur une seule des formes intermédiaires dont le nombre aurait dû atteindre les millions et même les milliards. Quant aux fossiles sur lesquels les spéculations continuent encore de nos jours, leur nombre n'est que de quelques dizaines, et il fut prouvé que tous ces fossiles ne sont pas des formes intermédiaires, mais qu'ils représentent uniquement des espèces originales dont la race s'est éteinte. De nos jours, même les paléontologues évolutionnistes les plus connus avouent de manière sincère que désormais, ils n'ont plus d'espoir de trouver les formes intermédiaires en question. Stephen Jay Gould, qui est l'un de ceux-ci, écrit ces lignes dans un de ses livres. Parmi les invertébrés de la mer, il n'y a pas une suite et un développement évident au cours du temps. Sur le développement de certains groupes, on arrive à expliquer quelques fables, mais au moins, dans les moments où on saisit l'honnêteté, on doit avouer que le design de l'histoire de la vie complexe se compose de ces variétés. Par exemple, on ne s'est jamais appesanti sur les yeux des premiers trilobites ou bien sur la complexité des arthropodes qui sont apparus plus tard. Pourquoi ne réussissons-nous pas à trouver d'une manière ou d'une autre la suite attendue? La découverte du microscope électronique et de l'ADN, la conclusion à laquelle est aujourd'hui parvenue la paléontologie. Tout ceci ont suffi à détruire les fondations faibles de la théorie de l'évolution jetée par Darwin. Seulement, l'un des plus grands coups portés à la théorie de l'évolution est venu dans un proche passé dans le domaine de la biochimie. Selon Michael Behe, un professeur de biochimie de l'université de Leigh en Pennsylvanie, il est impossible que les organes complexes chez les êtres vivants apparaissent avec la sélection naturelle et la mutation, et cette situation montre que la cellule a été créée. Il est certes très surprenant de s'apercevoir de cela. À mesure qu'on apprend beaucoup de choses sur la vie et la biologie, les problèmes du darwinisme augmentent d'autant plus, et la conception devient encore plus claire. Pendant très longtemps, j'avais cru que le modèle de l'évolution darwiniste expliquait ce que nous apprenions en biologie. En fait, ce n'est pas parce que j'ai compris comment l'évolution expliquait cela dans toute la signification du mot, mais moi, j'ai cru que c'était ainsi car on m'a enseigné cette explication. Je n'avais aucune raison de douter de cela. Dans les écoles où j'ai étudié, on m'avait enseigné la biologie darwiniste. Il y a de cela plus de 10 ans, j'ai lu un livre intitulé « La théorie de l'évolution est en crise ». Son auteur
était un généticien australien du nom de Michael Denton. Dans son livre, il proposait des assertions scientifiques que je n'avais jamais entendues auparavant. Et ces assertions étaient plutôt convaincantes. Et sur ce point, je me suis un peu fâché, car malgré le fait d'avoir gagné le droit d'être membre de la faculté en faisant un doctorat dans le domaine de la biochimie, je n'avais auparavant même pas entendu parler de ces assertions. Après cet instant, un grand intérêt s'est réveillé en moi contre la théorie de l'évolution, et j'ai décidé que les processus évolutionnaires n'allaient pas être une explication de l'origine de la vie. Behe, dans son livre intitulé « La boîte noire de Darwin, la rébellion biochimique contre l'évolution », explique que la cellule de l'être vivant a une boîte noire dont on ne connaissait pas le contenu au temps de Darwin, et que, quand on comprend les détails de la cellule, des caractéristiques très spéciales y apparaissent, c'est-à-dire la création. Les preuves scientifiques solides apportées par Behe dans son livre furent accueillies avec un abattement moral. Dans un court délai, son livre fut mis à l'ordre du jour des institutions médiatiques connues. Le point sur lequel Behe s'étendait le plus était la notion de complexité irréductible. Selon les suppositions de Darwin, les organes complexes chez les êtres vivants, comme les yeux, l'oreille et le cœur, avaient pris leur forme actuelle en subissant de lentes et petites transformations sur une période de plusieurs milliards d'années. Seulement, les recherches scientifiques montrent qu'il n'est pas possible que ces organes se soient développés étape par étape, et en particulier les machines moléculaires à l'intérieur de la cellule. Ce sont des structures complexes, issues de la réunion de nombreuses petites pièces, et au cas où une quelconque de ces pièces ne peut pas accomplir sa fonction, le système ne sert à rien. Avec leur structure complexe en question, cet organe et ses systèmes possèdent une complexité irréductible à ce qui est simple. L'exemple le plus connu en matière de complexité irréductible est le mécanisme de flagelle qui se trouve chez certaines bactéries. Le flagelle des bactéries est connu depuis longtemps. Seulement, lorsque les observations dans les 10 dernières années ont exposé la structure détaillée de ce flagelle, le monde scientifique en est resté tout hébété. Car il est apparu que le flagelle fonctionne avec un moteur organique très complexe et non avec un mécanisme de vibration rudimentaire comme on le pensait auparavant. Les bactéries utilisent le flagelle pour se déplacer. Dans tout le monde des êtres vivants, ce flagelle est la seule organelle pouvant effectuer un vrai mouvement de rotation. Grâce à ce mouvement de rotation, la bactérie avance dans la direction qu'elle veut. Elle peut faire des arrêts et des tours. En raison des fibres en spirale dans le flagelle de la bactérie et grâce au moteur qui se trouve à leur racine, elle peut faire des rotations comme une hélice. Le moteur qui permet le déplacement de la bactérie est formé de deux différentes sections qui, l'une dans l'autre, assurent le mouvement de rotation. De plus, au lieu de l'énergie toute prête se trouvant à l'intérieur de la cellule, c'est le flux d'acide se produisant dans la membrane de la bactérie qui est utilisé comme source d'énergie. Le mécanisme du moteur est formé de la réunion de 40 pièces distinctes et avec cette structure, il possède une complexité irréductible à ce qui est simple.
S'il manque même une seule de ces pièces, ou bien si elle a été mise au mauvais endroit, le moteur ne va pas fonctionner. Dans ce cas, y compris le rassemblement de ce système possède une structure complexe irréductible à l'intérieur de lui-même. De plus, le flagelle possède également une structure complexe en lui-même. Sa structure organique est composée de 240 variétés distinctes de protéines. La membrane de la bactérie, avec son flagelle et son moteur chimique monté sous cette dernière, fut spécialement créée pour que la bactérie se déplace. Il n'est pas possible qu'en se réunissant, ces pièces aient formé avec de petits changements dans le temps le flagelle de la bactérie. Car chaque petite pièce à elle seule est une organelle inutile. Par exemple, en l'absence du système de moteur qui va permettre le mouvement de rotation, même si seul le flagelle se formait par hasard, cela n'assurera pas un déplacement à la bactérie. Selon l'assertion de la théorie de l'évolution, avec le temps, les organes non utilisés s'atrophient, disparaissent. Avec ce point de vue, dans un processus évolutionnaire qui avance pas à pas de 1 jusqu'à 40, vu que dès la première étape, une organelle quelconque qui se forme ne va servir à rien à elle seule, elle va être écartée par la sélection naturelle et le processus évolutionnaire se sera arrêté avant même de commencer. Le docteur Jonathan Wells explique ainsi cette réalité scientifique. Un point important qu'on remarque concernant la sélection naturelle, c'est que la sélection naturelle ne choisit que les utilités fonctionnelles. En fait, dans nombre de cas, la sélection naturelle enlève les parties qui n'ont pas de fonction quelconque ou bien qui nuisent à l'organisme. Dans ce cas, si vous avez sous la main une queue de bactéries non fonctionnelles, les hasards et la sélection naturelle vont l'éliminer. Le seul chemin de pouvoir choisir le flagelle de la bactérie n'est possible que si dès le début, le moteur du flagelle est présent avec toutes ses parties. La sélection naturelle ne va fonctionner que si le flagelle est présent et en mesure de fonctionner. Cette situation qui est valable pour la queue de la bactérie est également valable pour les autres parties et les organelles. Devant la complexité de la queue de la bactérie, l'absurdité de l'assertion du développement étape par étape de la théorie de l'évolution fut exposée de manière très claire avec la science d'aujourd'hui. En effet, jusqu'à aujourd'hui, aucun biologiste évolutionniste n'a pu expliquer l'origine du flagelle de la bactérie. Le flagelle de la bactérie ne peut seulement exister que lorsque toutes les pièces le formant fonctionnent en même temps et de manière intégrale. Et ceci n'a qu'une seule signification, la création. De la même manière que le moteur qui permet aux voitures d'avancer est le produit d'une ingénierie supérieure, le mécanisme qui permet aux bactéries d'avancer est à nouveau le produit d'un intellect supérieur. Quant au possesseur de cet intellect supérieur, c'est Allah, le Très-Haut, le Seigneur des univers. Les êtres vivants n'ont pas été créés étape par étape, au cours d'un processus aléatoire, mais en un instant et à partir du néant. Dans le Coran, Allah le Tout-Puissant nous informe de cette vérité avec ces versets. Je demande la protection d'Allah contre le diable. Et Allah a créé d'eau tout animal. Il y en a qui marchent sur le ventre, d'autres marchent sur 2 pattes, et d'autres encore marchent sur 4. Allah crée ce qu'il veut, et Allah est omnipotent. Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide d'une chose, il dit seulement « soit » et elle est aussitôt. De la même manière que les structures d'une complexité irréductible à ce qui est simple réfutent les assertions de la théorie de l'évolution, laquelle est basée sur l'imaginaire, les fins détails qu'elle possède nous exposent les exemples les plus frappants de l'art d'Allah
et de son intellect sans pareil. La réalité du fait que les êtres vivants furent créés est devenue désormais une notion scientifique, et ceci a été soutenu par les scientifiques les plus connus du monde. Parmi les noms importants du mouvement qui soutiennent la réalité de la création, il y a des noms comme Philip Johnson de l'université de Berkeley en Californie, William Dembski des universités du MIT, Chicago et Princeton, Stephen C. Meyer qui a fait son doctorat à Cambridge, Paul Nelson de l'université de Chicago. Ces scientifiques soutiennent que la vie n'est pas apparue suite à l'œuvre du hasard et que c'est Allah qui a créé tous les êtres vivants. Et à ce sujet, ils donnent des séminaires et des conférences dans les 4 coins du monde. Quant à un autre des organes irréductibles à ce qui est simple, c'est l'oreille humaine. L'oreille de l'être humain se compose de la réunion de plusieurs pièces, et c'est à la suite du fonctionnement harmonieux de ces pièces que l'audition se réalise. Lorsqu'une quelconque de ces pièces est manquante, soit la personne devient sourde, soit elle subit de sérieux troubles de l'audition. Une courte information donnée sur la manière dont l'audition se réalise va permettre de comprendre à quel point cette opération est établie sur des équilibres complexes et sensibles. Comme on le sait, l'audition commence avec les vibrations qui se propagent dans l'air. Ces vibrations sont amplifiées dans le pavillon de l'oreille. De cette manière, l'intensité des ondes sonores, en augmentant d'environ 17 décibels, entre dans le conduit auditif externe. Les vibrations sonores qui passent par le conduit auditif externe atteignent le tympan. Le tympan est si sensible qu'il perçoit même les vibrations au niveau moléculaire. Grâce à la sensibilité du tympan, dans un environnement sans bruit, on peut entendre facilement une personne qui murmure, même à plusieurs mètres. En amplifiant les vibrations qui lui parviennent, le tympan les transmet à la région de l'oreille moyenne. Ici se trouvent 3 petits os qui entrent en contact sur un équilibre très sensible. Ces 3 os, qui sont connus sous la désignation du marteau, de l'enclume et de l'étrier, rehaussent les vibrations qui leur parviennent depuis le tympan. Le commencement de la transformation en son des mouvements mécaniques expliqués jusqu'ici se fait dans la région qu'on appelle l'oreille interne. Dans l'oreille interne se trouve l'organe dont l'intérieur est couvert de liquide et qu'on appelle la cochlée. L'étrier, qui est la dernière place de l'oreille moyenne, est lié à une membrane au commencement de la cochlée. Les vibrations mécaniques dans l'oreille moyenne sont transmises au liquide de la cochlée via ce lien. Les vibrations qui atteignent le liquide de l'oreille interne forment des ondulations à l'intérieur de ce liquide. Et sur les parois internes de la cochlée, il y a de petits cils stimulés par les ondulations de ce liquide. Ces cils s'animent très faiblement en fonction des ondulations dans le liquide. Si un son fort vient, un plus grand nombre de cils s'inclinent de manière plus prononcée. Chaque fréquence de bruit dans le monde extérieur produit des effets différents sur ces cils. Très bien. Quelle est la signification du mouvement de ces cils? Quel type de rapport y a-t-il entre le mouvement des cils dans la cochlée de l'oreille interne et le fait que nous écoutions un concert de musique classique, que nous reconnaissions la voix de notre ami, que nous entendions le bruit des voitures et que nous distinguions des millions de sons différents? La réponse à cette question est que cela nous montre encore une fois la complexité magnifique de la création dans l'oreille. Ces cils sont en fait des mécanismes qui prennent place au sommet d'environ 20 000 cellules distinctes qui entourent la paroi interne de la cochlée. Et ce mouvement ouvre les portes des cellules sous les cils. Par ce moyen, cela fait un afflux d'ions pour les cellules. Lorsque les cils se couchent dans le sens contraire, cette fois-ci, les portes des cellules se ferment. Ce mouvement permanent change également constamment les équilibres chimiques des cellules et leur permet de produire des stimuli électriques. Ces stimuli électriques sont transmis au cerveau par l'intermédiaire des nerfs et en interprétant ceux-ci, le cerveau les transforme en sons.
La science n'a pas pu complètement résoudre les détails techniques de ce système. Lorsque les cellules dans l'oreille interne produisent les signaux électriques en question, elles réussissent aussi à répercuter les fréquences des ondes venant du monde extérieur, leur force et leur rythme. Ceci est une opération si complexe que jusqu'à aujourd'hui, la science n'a même pas pu établir si l'opération de distinction de fréquences est effectuée dans l'oreille interne ou bien dans le cerveau. Toutes les informations que nous avons examinées jusqu'ici nous montrent que notre organe d'audition qu'est l'oreille possède une création extraordinaire. Si on fait attention, ceci est entièrement une structure de complexité irréductible, car pour que l'audition puisse se réaliser, il faut de nombreuses pièces indépendantes les unes des autres, dans leur intégralité et sans défaut. Si l'une d'elles manque, par exemple, si l'enclume dans l'oreille moyenne est enlevé de l'oreille, ou bien si sa structure s'abîme, alors, désormais, on ne pourra plus rien entendre. Pour que l'oreille entende, les différents éléments comme le tympan, le marteau, l'enclume, l'étrier, la cochlée et les cils doivent pour chacun d'eux exister de manière intégrale. Le système ne peut pas se développer étape par étape, car aucune des étapes intermédiaires ne vont servir à rien à elles toutes seules. Prétendre qu'un organe complexe comme l'oreille a été construit étape par étape par un processus inconscient comme l'évolution, laquelle est basée entièrement sur les hasards, est à la fois non scientifique et irrationnel. Ce genre d'organes, présent chez les êtres vivants et qui possèdent une complexité irréductible, détruisent la théorie de l'évolution dans toute la signification du mot. Et cela nous montre la réalité du fait que c'est Allah qui nous a créés. La même vérité est expliquée ainsi dans un verset du Coran. Dit, c'est lui qui vous a créé et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, mais vous êtes peu reconnaissants. Le niveau le plus élevé atteint aujourd'hui par la science nous montre que les êtres vivants sont dotés d'une création supérieure. Les êtres vivants ont été créés et ils nous montrent la science supérieure de notre Créateur. Ce Créateur est le Seigneur des univers, Allah le Très-Haut.